Voilà quelques pages de mon prochain roman, c'est 17 messieurs. La Compagnie néerlandaise des Indes orientales, VOC pour les intimes, n'existait que depuis une génération. Mais déjà, elle s'était construit un empire grâce à des hommes comme le capitaine Jacobs, le commandeur Pelsart et de nombreux marins et ouvriers anonymes. Elle devait s'imposer face aux sociétés de commerce espagnoles, portugaises et anglaises, ce qui nécessitait énormément d'hommes et de bateaux. La centaine de navires qui assuraient le commerce entre les îles aux épices et les Pays-Bas occupait 5000 matelots, mais encore plus de marchands, de comptables, de portefaix, de constructeurs navals et de mercenaires. Car c'est à la pointe de l'épée et au feu des canons que la compagnie dut défendre sa liberté du commerce, c'est-à-dire son accès aux richesses de l'Orient. Et il lui fallut des bateaux pour envoyer là-bas des hommes comme le gouverneur général Jan Pieterszoon Koen, chasser les Anglais de Java et raser la ville de Jakarta pour y construire la capitale de la compagnie, Batavia. C'est cette ville forteresse qui lui inspira le nom de son dernier et plus puissant navire, le Batavia. La compagnie avait développé de nouveaux procédés de construction navale et parvenait à présent à produire un bateau en moins de 2 ans. C'est qu'il en fallait des bateaux. Il y avait ceux qui se perdaient en mer suite à des tempêtes et des combats, mais il y avait aussi tout simplement l'usure. Malgré un entretien approfondi après chaque aller-retour, les navires réalisaient rarement plus de 4 voyages de 20 mois. Il y avait la fatigue des matériaux dans ces mers rudes et aussi les dégâts qu'occasionnaient les tarets, d'horribles petits mollusques qui dévoraient les coques de chêne. Le Batavia n'avait pas encore le moindre de ces nuisibles dans ses œuvres vives. Il était récemment sorti des chantiers de la compagnie à Amsterdam et attendait son premier voyage à l'abri de l'île de Texel. Il était lesté de sable et de gravier maintenu dans ses fonds par un plancher. C'était la cale, où étaient entreposées les marchandises et réserves les plus lourdes, les futailles d'eau douce, des tonneaux de viande salée, du bois de chauffage pour la cuisine, des sacs de farine et de légumineuses, des tonnelets de vinaigre et de vin, et au plus profond, dans la Sainte Barbe, des boulets et de la poudre à canon. Le bateau était neuf, et l'odeur de bois et de goudron agréable, mais dans quelques mois, l'air y serait irrespirable en raison des liquides infects qui y couleraient inexorablement. Vomi et pisse, excréments des bêtes et sang des hommes, eau de mer et moisissure. C'est au-dessus du vaste volume de la cale que s'étendait le faux pont, un lieu sombre et mal aéré, encore sous la ligne de flottaison, où seraient logés les voyageurs payants, de futurs colons des colonies de la compagnie, ainsi que les mercenaires envoyés en renfort pour son armée privée. Ces hommes et quelques femmes vivaient entassés dans l'obscurité du faux pont pour un voyage de 9 mois. La plupart d'entre eux devaient s'y tenir courbés, car la hauteur sous barreaux n'excédait pas 5 pieds. Au-dessus du faux pont se trouvait le pont principal, le pont à canon. C'est là que les matelots et autres marins, mousses et garçons de cabine pendraient leur hamac pendant leur temps de repos. Il y faisait moins sombre que dans le faux pont en raison des caillebotis dans son plafond qui restaient ouverts par beau temps et des sabords qui l'étaient lorsque le bateau était à l'ancre ou au combat. Sa surface était encombrée non seulement de canons, mais aussi de petites cabines réservées aux sous-officiers et corps de métier, le maître canonnier, les charpentiers, le contremaître et d'autres. Harris Lerch, le maître voilier, occupait la plus grande de ces cabines. Elle était encombrée de ses outils, une réserve de matériaux et 1 ou 2 voiles qui devaient être reprisées. Harris était le marin le plus âgé du Batavia. Il était d'un des rares hommes d'équipage sachant lire et conservait dans sa cabine une collection de 3 livres qu'il aimait feuilleter durant ses heures perdues. Il partageait cet espace avec son chat,
menèrent de Cat, qui se tenait sur son épaule. L'homme et l'animal étaient inséparables. Ce dernier ne quittait son perchoir de prédilection que pour accomplir son devoir, qui consistait à exterminer les rongeurs qui pourraient endommager la toile des voiles et du cordage. Menèrent de Cat n'était pas le seul animal à bord du navire, mais il était le seul qui n'était pas destiné au repas. Les marins devaient encore partager leur pont avec un clapier de quelque 60 lapins, les Hollandais ne partageant pas la superstition française, selon laquelle ces rongeurs portaient malheur à bord. Sur le pont supérieur, il y avait encore des paniers dans lesquels des poules étaient entassées, un enclos avec 4 vaches et un autre avec des cochons. Cette ménagerie devait garnir les assiettes des officiers et passagers d'importance pendant les premières semaines du voyage. Le pont supérieur était strictement divisé. Aucun matelot n'avait accès derrière le grand mât, à moins d'y être requis par le service. C'est donc devant ce grand mât que se trouvait le bétail. Tout à fait à l'avant du bateau, juste devant le mât de misaine, il y avait un cabanon qui abritait la cambuse, et sur son toit le cuistot s'efforçait tant bien que mal à faire pousser quelques légumes frais pour le repas des officiers. Un autre cabanon y était adossé, mais juste derrière le mât de misaine. C'était l'infirmerie, qui servait d'ailleurs aussi de cabine au chirurgien du bord, Franz Janszoon. Derrière le grand mât se trouvait une imposante superstructure, le gaillard arrière. On accédait à son premier niveau par une porte située sous l'échelle de passe-avant qui menait au second niveau et au pont du gaillard. C'est dans ce premier niveau que se situaient les cabines des officiers et passagers importants, Lucretia Jans, le pasteur Gijsbert Bastiaans et son imposante famille, le sous-marchand Geronimus Cornelis et le maître timonier Klaas Gerritz. Le commandeur Pelsart disposait d'une cabine plus vaste à l'étage supérieur, où le capitaine Jacobs logeait dans la grande cabine qui servait simultanément de pièce de conseil et de messe aux officiers. Le pont était en outre encombré de cordages et de voiles de réserve, ainsi que d'une chaloupe et d'un canot plus petit. Sur l'avant, à la base du beaupré, étaient situées les poulaines. Ces lieux d'aisance étaient de simples planches garnies de trous de 3 ouvertures de la taille d'une assiette que les embruns et les vagues qui déferlaient régulièrement par-dessus maintenaient propres. Une corde dont l'extrémité effilochée pendait dans l'eau était fixée à côté de chaque ouverture et servait à se nettoyer. Un des privilèges dont jouissaient les occupants du gaillard arrière était d'avoir leur propre lieu d'aisance à l'arrière du bateau et dont la propreté était assurée par les garçons de cabine.